Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, autant qu'on puisse l'être après avoir assisté à impuissant à 2 années de génocide. Comme nous sommes à la veille du Sila, donc je souhaitais faire cette petite vidéo pour faire ce qu'on a coutume d'appeler des conseils de lecture. Euh, J'imagine que le Sila, c'est surtout l'occasion de découvrir les nouveautés, les livres récemment parus. Comme par définition ce sont des nouveautés et que je n'ai pas encore eu la main dessus, je ne pourrais pas vous les conseiller, sauf quelques-uns, je vous dirai pourquoi. Euh, je souhaite attirer votre attention sur des ouvrages qui ont paru il y a 1 ou 2 ans, mais qui, à mon avis, sont extrêmement importants et qui, comme vous vous en doutez, tournent autour de la Palestine, soit qu'il s'agit du sujet directement, soit que de manière périphérique, la Palestine soit liée à cet ouvrage. Et d'abord, je voudrais commencer par de la poésie avec ce recueil, L'Évé Palestina. Désolé, ça va apparaître à l'envers, je n'ai pas su comment faire en sorte que ça apparaisse à l'endroit. L'Évé Palestina, donc, qui est un recueil collectif coordonné par l'éditrice de Media Index, puisqu'il est paru chez Media Index, et l'éditrice est la militante et la sœur Malika Shalal, qui a coordonné ce recueil de poésie auquel ont participé plusieurs poètes algériens en arabe et en français. Et non seulement il y a de très beaux poèmes à l'intérieur, mais l'acquérir est un acte militant puisque tous les bénéfices sont reversés via une association à Arza. Donc voilà, l'Eve Palestina. Et il y a parmi les très beaux poèmes qui composent ce recueil, il y en a un vraiment magnifique et de Nadia Belkacemi et qui répond d'abord qui fait écho à une citation dont j'ai oublié l'autrice, c'est une femme aussi, et qui disait qu'aucun opprimé n'a réussi à se débarrasser de l'oppression en comptant sur le sens moral de son oppresseur. C'est un peu ce qu'attendent des Palestiniens, euh, tous les, euh, voilà, tous les irénistes à la noix et tous ceux qui leur reprochent d'avoir déclenché une révolution qui les a mis en demeure de sortir de leur petite bulle et de leur nombril pour se positionner face à un génocide qui, lorsqu'il se déroulait à petit feu, bon, ils pouvaient faire mine de ne pas le voir. Et donc, Nadia Belkacemi nous demande quand meurt l'opprimé. Et l'opprimé ne meurt pas chaque jour d'être humilié, l'humiliation est son pain quotidien, et il est toujours en vie. L'opprimé ne meurt pas de devoir sourire quand le soldat au checkpoint le bouscule, parce que son enfant est là, espérant que son sourire empêchera le soldat de le bousculer aussi. L'opprimé ne meurt pas quand il travaille chez l'oppresseur. Soit dit en passant, c'est l'une des excuses que nous sort ceux qui voudraient normaliser, ceux qui voudraient vendre la cause en nous disant ne soyez pas plus palestiniens que les Palestiniens qui, eux, travaillent, disent-ils, en Israël. Bon, déjà, c'est pas en Israël, c'est en Palestine occupée. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent? Qu'ils meurent de faim ou après? Hein, c'est-à-dire c'est le misérabilisme qui vous sied bien, puisque ce n'est pas vous qui le touche. Je voudrais rappeler à ces gens-là qui sortent ce sophisme que nos ancêtres ont travaillé dans les quartiers européens pour subvenir voilà, aux besoins de nos parents ou de nos grands-parents. D'accord? Tout ça pour qu'à la fin, à l'indépendance, il y ait, je ne trouve pas le mot, et je vous laisse les qualifier, pour sortir ce genre de d'ânerie. Donc l'opprimé ne meurt pas quand il travaille chez l'oppresseur, que celui-ci l'écrase même quand il lui concède le sourire arrogant du maître à l'esclave. Mais songe que ce soir son fils aura à manger quand même.
L'opprimé ne meurt pas les nuits de descente punitive quand il remercie le ciel, honteux mais soulagé, que cette nuit, son fils dormira encore dans son lit. L'opprimé ne meurt pas de toutes les petites peurs que tout homme ressent quand il se sait impuissant de protéger toujours ce fils qui, avec un caillou, un jour de colère, visera un char ennemi. L'opprimé tombe amoureux, souvent d'une opprimée comme lui. Il ne meurt pas quant à l'enfant qui naîtra, il se demandera si le prochain raid ne le prendra pas aussi. L'opprimé ne meurt pas d'être un homme, parce que les hommes meurent tous un jour, opprimés ou oppresseurs. Mais l'opprimé meurt le jour où il pensera que résister ne lui ramènera que plus de souffrance encore. C'est vrai pourtant que la résistance de l'opprimé rend l'oppresseur enragé. Et j'ajoute, ça fait 2 ans qu'on le voit. L'opprimé meurt le jour où il se dira, si je me laisse opprimer encore plus, peut-être mon oppresseur deviendra gentil. Très beau poème de Nadia Belkacemi, qui fait partie de ce très beau recueil, Leve Palestina, et que vous pourrez trouver aussi là. Et je rappelle qu'en l'acquérant, vous participerez directement à, l'effort humanitaire en faveur de Gaza. Et ce poème, entre autres poèmes dans ce recueil, justement, répond magnifiquement à ceux qui disaient, mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller provoquer l'oppresseur, comme s'il avait besoin d'être provoqué pour exercer son oppression au jour le jour. En fait, ce qu'ils veulent vous dire, et c'est magnifique, hein, c'est-à-dire, vous avez les deux spectres, vous avez d'un côté les salafistes en carton et de l'autre les laïcars tout aussi du même carton, hein, de la même étoffe, qui s'entendent pour dire qu'en fait, la résistance n'a fait qu'amener la catastrophe sur le dos des populations razaouis, comme si la catastrophe n'était pas l'occupation elle-même et comme si le génocide à petit feu n'avait pas commencé depuis 1936. Et voilà, maintenant que l'oppresseur enragé, comme le dit le poème, a passé la 5e, hein, il est passé à une vitesse supérieure, et que tout à coup nous sommes mis en demeure de ne plus détourner les yeux, parce que c'est en direct que ça se passe, eh ben vous avez tous ces sophistes au rabais, hein, on est très loin du niveau d'un Gorgias ou d'un Protagoras, tous ces sophistes au rabais qui viennent rejeter sur le dos de la résistance le génocide. C'est-à-dire en fait, voilà, c'est le résistant doit être parfait. Voilà, il doit être parfait. Il ne doit pas toucher de civil. Voilà. Si tant est qu'il existe de civils, pour moi, il n'y a pas de civil. Un colon est l'agent, et à la fois le prétexte et l'agent de la colonisation. Par définition, c'est un colon. Donc il n'y a pas de civil pour moi dans une guerre de libération. Mais voilà, il ne doit pas toucher de civil. Et en plus, il doit être, avant d'entamer sa guerre de libération, il doit être prêt sur tous les plans, il doit avoir un arsenal nucléaire, tiens, pourquoi pas, tant qu'on y est, dans nos exigences, il doit avoir une économie surdéveloppée, en fait, il doit avoir les conditions d'une superpuissance pour sortir de l'occupation. Il faut vraiment être le dernier des imbéciles pour prendre un sophisme pareil, mais autre magnifique recueil, celui de Halima Abdat, Telle une chair tatouée, paru aux éditions ANEP, et qui lui aussi fait la part belle à la Palestine avec 2 très beaux poèmes, et notamment L'oiseau du soleil. Et je rappelle aussi que Halima Abdat vient de sortir un nouveau recueil, toujours aux éditions ANEP, et qui, je n'ai pas encore eu l'occasion de le parcourir, vu que il sort à l'occasion du SILA, mais connaissant Alima et connaissant son engagement et sa sensibilité, et connaissant la place que tient la Palestine dans son cœur, euh, ce recueil, pardon, déjà oui, ce recueil, mais le nouveau recueil, lui aussi, je pense, fera la part belle à la Palestine. Et en attendant, je vous laisse aussi découvrir ou redécouvrir avec moi Telle une chair tatouée et cet oiseau du soleil où elle nous dit la plus banale des promenades est un périple sans fin, puisque là où s'arrête le pas,
le regard prend le relais et s'envole vers l'horizon. Ciel, mer, vallée, massif, steppe, oasis, désert, espoir, enfance, nuages, oiseaux, assemblés racontons voyage, j'aime les écouter. Un oiseau du soleil dit, je viens d'un pays où les chemins sont entonnoirs menant tous à un mur. De la ville au village, checkpoint. De la maison à l'école, checkpoint. De la mère à l'enfant, checkpoint. De la roue au bitume, stop. Du verger aux fruits, mur. De l'église à la mosquée, tourniquet. Des yeux au soleil, mur. De la mélopée à l'oreille, tourniquet. Du présent au passé, stop. Du désespoir à l'avenir, mur. Des vœux aux anges, mur. Du mot à la bouche, chut. Du mur au mur, mur, mur. Le ciel, dôme de fer bleu, tel un orage. Les oiseaux, dragons furtifs, qui chuintent à briser le mur du son, se repaissent du sang, de la terre, des arbres, des sources, des humains. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, fœtus, réduits au destin d'insectes emmurés, grouillant dans le labyrinthe. De checkpoint en checkpoint, en point check de mur à mur, dos au mur, face au mur. Swimanga de Palestine se tait, moi aussi. Il repart chez lui, elle aussi. Enfant de Raza, ne pardonnez jamais. Et vous pouvez compter sur eux pour ne pardonner jamais. Les jours de l'antithésionasie sont comptés, comme toute construction fasciste. Et si ce n'est pas cette génération, vous pouvez être sûr que celle d'après euh, lui liquidera son sort. Bien que je doute, à mon plus qu'humble avis, je doute fort que les enfants qui ont aujourd'hui 5-6 ans auront l'occasion de porter les armes contre une entité qui, lorsqu'ils auront l'âge de porter les armes, sera déjà liquidée ou en voie très très avancée de l'être. Et puis, vous avez Tewenza de Farrugia Ousmer, Histoire de destin. Très beau recueil de poésie, préfacé par Kiltum Stali et illustré par Jamal Ousmer. Lui aussi fait la part belle à la Palestine et j'ai déjà récité plusieurs des poèmes qui composent ce recueil. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et justement, Kiltum Stali, voilà l'un des ouvrages qui va paraître à l'occasion du SILA, va publier le roman Samovar, euh, qui est tiré de la magnifique thèse de doctorat qu'elle a présentée en ma compagnie avec Farrugia Ousmer. La vidéo est disponible sur YouTube. D'ailleurs, je pourrais la mettre en commentaire a posteriori. Et donc, je vous recommande très très vivement, en plus de ce recueil, je vous recommande très vivement de découvrir ce roman tiré de cette thèse de doctorat. La thèse est éblouissante et je pense que le roman le sera tout autant. Et ce sera à mon plus qu'humble avis, même si je m'avance un peu puisque je ne connais pas encore toutes les nouveautés. Mais déjà connaissant Kilstum Stali, qui a été, je le rappelle, récipiendaire du prix Mohammed Dib, il me semble, en 2020 pour son roman La ville aux yeux d'or. Et ayant lu cette thèse qui m'a absolument époustouflé, je pense que le roman sera l'un des événements de ceci-là, tout genre et tout genre confondu. Autre événement, et là il ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'un rapport direct avec la Palestine, mais on va y arriver, c'est l'ouvrage, oui il faut lire à l'envers, d'Olivier Glaug, Oublier Camus, qui est paru en France aux éditions La Fabrique. J'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier, l'entretien est sur YouTube, je vous mettrai le lien. On a parlé de cet ouvrage Oublier Camus et excellente nouvelle, les éditions Hibr vont le publier en Algérie. Il sera donc disponible ici en Algérie et vous pourrez rencontrer Olivier Glaug et
débattre avec lui de son ouvrage et vous le faire dédicacer au stand des éditions Hibr. Tout comme vous pourrez l'écouter à l'occasion d'une conférence, il me semble aussi là, même si ça reste à confirmer, et vous pourrez l'écouter parler de cet ouvrage et des enjeux autour de Camus. Le rapport avec la Palestine, c'est que Camus, comme tous les irrationalistes, hein, puisque j'allais dire cette foutaise de l'absurde, bon ben je l'ai dit, voilà, prétérition, euh, n'est qu'un avatar et peut-être j'allais dire, dégénérés de l'irrationalisme philosophique qui vient toujours à la rescousse des classes dominantes lorsque les dominés s'apprêtent à bouleverser et à transformer le monde. D'accord? C'est là où il se réfugie dans l'irrationalisme et c'est là où il cherche à occulter l'histoire pour la figer dans le mythe. C'est ce qu'opère Camus, notamment dans l'étranger. Olivier en parle entre autres thèmes qu'il aborde. Et c'est vraiment une excellente nouvelle. Félicitations aux éditions Hibr d'avoir pris cette magnifique initiative. C'est une excellente nouvelle que cet excellent ouvrage soit disponible en Algérie. Enfin, un ouvrage critique, d'abord qui tient la route, qui n'épilogue pas sur la fameuse phrase de Camus et sa mère et la justice, etc. Et donc c'est une excellente initiative pour relancer le débat sur de nouvelles bases, plus solides. Et puis voilà, bon, ça fera grincer des dents. Et puis qui nous sort un peu de la géographie, de ce rabâchage constant sur Camus. En attendant que moi-même je finisse l'ouvrage que je prépare, même si en tirant sur le fil de l'irrationalisme et du pastiche, parce que Camus est aussi un grand, grand pasticheur, hein, et en plus qui couvre ses traces, euh, maladroitement, mais bon. Euh, J'entends d'ici l'intellectualité. Ouais, ouais, ouais. Bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On verra ce qui est du ressort de l'intertextualité et ce qui est du pastiche. Voilà, mais en attendant justement de creuser la question de l'irrationalisme philosophique, vous avez déjà un très beau topo pardon, sur Camus et sur l'aspect justement réactionnaire de sa pensée et de sa vision du monde, qu'elle soit à travers la littérature ou à travers ses écrits, et surtout la convergence des deux, puisqu'on a coutume de vouloir racheter l'homme et ses positions politiques clairement et de manière tout à fait limpide, anti-indépendantiste et pro-colonial, avec le romancier qui, lui, voilà, a aimé l'Algérie, et puis voilà, le Camus de Noces et le Camus de, voilà, bref. Donc, ça nous sort de ces redondantes géographies et de ces tentatives désespérées et récurrentes de faire, selon la formule de Mohamed Bouhamidi, du philosophe Mohamed Bouhamidi, qui est cité dans l'ouvrage d'ailleurs, de faire, à travers Camus, d'obtenir un colonialisme à visage humain, et puis surtout pour ceux qui ont, excuse-moi, passez-moi l'expression, hein, le cul entre deux pays. Déjà qu'entre deux chaises, c'est compliqué, alors entre deux pays, on imagine l'exercice, euh, qui permet, toujours selon la formule de Mohamed Bouhamidi, Camus pour beaucoup est la voie la moins honteuse de l'assimilation. C'est-à-dire qu'en faisant de Camus une figure, comment dirais-je, algérienne, tout simplement, voilà, en faisant de lui une sorte d'hybride, hein, mi-français, mi-algérien, en faisant de lui ce fantasme de ce qu'aurait pu être, voilà, une Algérie réconciliée entre les deux, voilà, de ce qu'aurait pu être une Algérie où les deux communautés auraient pu vivre dans la bonne entente, etc. Ce qui n'était pas le projet de Camus, qui lui était pour le développement séparé, qui est un très bel euphémisme pour dire apartheid. Bref, on y arrivera et on étayera cela en temps et en heure. Mais voilà, pour tous ceux qui sont, voilà, qui ont un pied ici et un pied là-bas, ou un lobe du cerveau ici et un autre en France, voilà, qui se vivent un peu comme binationaux, même s'ils ne le sont pas dans les papiers. Camus représente, voilà, il y a une sorte d'identification avec Camus. Il représente pour eux ce fantasme
de ce qu'aurait été cette Algérie, voilà, multi-ethnique et multiconfessionnelle, où les deux communautés européennes et algériennes auraient pu fusionner. Et eux, comme ils se voient comme cette sorte de fusion, hein, le produit de cette fusion, derrière Camus, ce qu'ils défendent, c'est en fait cette sorte de, voilà, une Algérie menée, ou une Algérie dont l'élite serait voilà, ces binationaux de facto quand ils ne le sont pas des jurés. Voilà, donc oubliez Camus. Voilà, le titre est provocateur, mais vous verrez à l'intérieur qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais de le lire autrement, voilà, et surtout de laisser de côté la géographie et le délire extatique et la paraphrase, hein, pour citer Yves Ancel, dans Totem et Tabou, qui est un ouvrage qu'il consacre aussi à Camus, où il dit que les critiques littéraires, dans une sorte de d'écolalie, euh, n'arrivent jamais ou n'essayent jamais, en fait, d'aller vraiment à l'intérieur du texte, mais où ils se contentent de paraphraser ce qu'a mis Camus en toutes lettres. Piètre critique littéraire dans laquelle tombe y compris un Roland Barthes qui avance, et puis s'arrête juste là où il faut pour ne pas éclairer le lecteur, et il s'en tient à la paraphrase, même si dans cet exercice, il a été plus brillant que la plupart des paraphraseurs. Voilà, oubliez Camus, mais surtout le lire autrement avec Olivier Glogue chez les éditions Hebr. Et puis, chez les éditions Casbah, un livre absolument incontournable, le récit de ce frère, lui aussi, hein, frère dans la lutte, Akli Orad, ce militant infatigable et dévoué de la cause palestinienne, de Londres à Jérusalem, terreur promise. Ce récit d'Akli Orad est un ingénieur, et dans le cadre des accords d'Oslo, lui qui vit en Grande-Bretagne, a été mandaté pour aller travailler dans ce qu'on appelle, voilà, Cisjordanie, dans les territoires, dans le côté palestinien, mais qui est en fait un territoire occupé lui aussi, et sous contrôle, et vous le verrez dans l'ouvrage, sous contrôle de sionistes, sous contrôle de l'occupation. C'est pire encore maintenant avec les exactions éhontées, hein, c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, hein, Medmoum Abbas, euh, on voit que c'est carrément un gouvernement harké, et on peut se poser la question d'une collaboration ou d'un soutien à un tel gouvernement, de la cohérence d'un soutien à un gouvernement ouvertement harké qui fait tout le sale, qui accomplit pour le compte du Sionistan toute la sale besogne de traquer les résistants, de les emprisonner et de les torturer. Et on sait que le harké est encore plus véhément, virulent, plus haineux envers ses frères de sang et sa communauté que l'occupant. Nous l'avons vécu dans notre chair, nous en savons quelque chose. Et donc, Akli Orad nous fait le récit de ce périple en Palestine occupée, et c'est un récit absolument magnifique, un style alerte, une plume superbe, beaucoup d'humour, d'ironie, d'humour caustique, mais aussi beaucoup de tendresse et de sensibilité. Et non seulement l'ouvrage est passionnant, non seulement je vous garantis que c'est un plaisir à lire, tant du point de vue stylistique que du contenu, on ne lâche pas l'ouvrage jusqu'à la fin, mais par-dessus le marché, vous ferez aussi un acte militant, puisque une partie, en tout cas, une partie des droits d'auteur sera reversée par Akli Orad à une association qui, elle aussi, œuvre à Gaza. Et puis, vous avez aux éditions Apic un livre absolument incontournable. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, dans votre bibliothèque, si vous avez des sophistes, si vous avez rencontré dans les réseaux ou dans un café ou dans n'importe quel débat un sophiste qui vient triturer l'histoire pour essayer de vous convaincre du bien fondé de l'occupation, pour vous dire que c'est les Arabes, les Khorasanhom, etc. Et que les Juifs venaient juste, voilà, pour chercher un refuge, les pauvres petits persécutés, et que c'est les Arabes qui ont, voilà, pris comme un magma, hein, les Arabes, qui ont
ouvert les hostilités, eh bien, lisez Ilan Pappé, historien euh, juif, mais on s'en fout qu'il soit juif, hein, en dernière instance. Voilà. Je ne dis pas israélien parce que ça ne veut rien dire, en tout cas à mes yeux. D'ailleurs, lui-même est pour un État unique, multiconfessionnel, etc. Et c'est la seule solution viable, j'ouvre une parenthèse pour dire, notamment pour tous, et je le dis sans embâche, les décérébrés qui font mine de croire à une solution à deux États. Non, je retire ce que j'ai dit. En fait, moi-même, je crois fermement à la solution à deux États. Un État palestinien de la mer au Jourdain et un État, un sionistan, dans le désert de l'Arizona. Ils ne seront pas dépaysés. Voilà, ça c'est la solution à deux États qui, je pense, est la plus plausible. Et donc Ilan Pappé, lui, est pour un État multiconfessionnel. Et ce sera, à mon avis, comme en Algérie. Lorsque le sionistan arrivera à la fin de son suicide programmé, et on va arriver à Mohamed Taleb, euh, tous les pieds noirs, hein, tous les colons sionistes vont prendre la poudre d'escampette et resteront uniquement ceux qui ont vraiment pris fait et cause pour la cause palestinienne et pour la libération de la Palestine et pour la libération de l'homme et de l'être humain en général et qui ont voulu justement que cesse l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Mais sinon, 80% au minimum, non, déjà 82% d'après un sondage. Donc, je pense que au moins 85 à 90% foutra le camp de son propre gré et ce sera bon débarras. Et donc, nettoyage ethnique de la Palestine, Ilan Pappé nous explique euh, que ce roman nous explique que ce nettoyage ethnique avait commencé dès 1936 avec les milices terroristes de l'Irgun et de la Haganah et que voilà, c'est avec ensuite il revient sur les massacres de Deir Yassin et d'autres massacres et il explique en quoi fondamentalement le sionistan, même s'il l'appelle pas comme ça, le sionistan s'est établi comme projet de nettoyage ethnique et qu'il a, même si lui ne le dit pas, moi, c'est pas un avis, je pense que c'est un fait objectif. Le sionistan s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de l'expérience française en Algérie, euh, où il a compris en fait que euh, que l'occupation française avait perdu la bataille démographique et le sionistan avait à cœur de ne jamais avoir, et c'est dit en toutes lettres par les penseurs sionistes, Ilan Pappé les cite, de ne jamais avoir un rapport à l'intérieur des frontières sionistes, d'où le fait qu'il soit étendu petit à petit, de ne jamais avoir un rapport en dessous de 80% de juifs face à 20% d'arabes. Voilà, donc vraiment, on est dans la logique du nettoyage ethnique et de la lutte démographique pour la domination démographique. Et on est dans un État ethnique. Et d'ailleurs, la récente loi, et Ekliora a fait un article là-dessus, la loi qui consacre le sionistan comme État juif et donc comme État ethnique. Je veux dire, plus fasciste que ça, je vois pas trop. Ah, si, il y a le projet du MAC. Ça aussi, c'est à peu près c'est à peu près le même délire. Donc voilà, le nettoyage ethnique de la Palestine, un livre à avoir absolument dans toutes les bibliothèques. Vous le trouverez aux éditions APIC dans la collection Dissonance. Soit dit en passant, je me demande, et je creuserai la question, mais si je ne fais que poser la question dans mon prochain ouvrage, bah, ce sera le cas. Si lorsque Camus dit dans son discours l'exemplaire Israël, hein, nous trouvons hein, le nous aristocratique. D'ailleurs, ailleurs, il parle d'aristocratie de l'esprit, hein, merveille du colonialisme qui fait que le petit pied noir, on dit de Camus que c'est un petit pied noir, donc que c'est une sorte de gars du peuple hein, avec qui la fraternité était possible, contrairement aux grands latifundiaires tels Bourgeot, etc. Parle d'aristocratie de l'esprit, c'est-à-dire merveille
du colonialisme qui fait que le dernier des pieds noirs peut se prendre pour un archiduc. Et donc il dit, nous trouvons bon et juste que Israël ait son foyer, que les Juifs aient leur foyer en Israël. Et il parle d'exemplaire Israël. Et je demande est-ce que ce qu'il lui trouve de plus exemplaire, c'est d'avoir su justement gérer cet équilibre démographique et établir d'emblée l'apartheid pour ne pas être débordé par la démographie indigène. Voilà. Et j'ai parlé de suicide programmé. Justement, il y a ces deux ouvrages. D'abord, une rétrospective. Les deux ouvrages sont de Mohamed Taleb, chercheur, architecte de profession et chercheur indépendant, passionné d'histoire, chercheur rigoureux, et qui publie deux ouvrages aux éditions APIC. Désolé pour le fait que ce soit à l'envers. Donc, d'abord, Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle, où il s'agit d'une rétrospective historique sur l'occupation de la Palestine par le sionistan, avec évidemment les différentes tractations, le mandat britannique, le rôle des États-Unis. Voilà, c'est une rétrospective extrêmement éclairante, très rigoureuse, à avoir absolument dans sa bibliothèque. Et puis dans la foulée, les ouvrages se lisent très bien séparément, mais ils se lisent encore mieux ensemble. Dans la foulée, Mohamed Taleb a publié l'année dernière, ou celle d'avant, si ma mémoire est bonne, parce que après 2 ans de génocide, non, c'est voilà, il y a 2 ans, euh, voilà, 2 ans de génocide, on a l'impression que le temps s'est arrêté parce qu'on regarde constamment les mêmes massacres. Euh, donc je perds un peu la notion du temps, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou celle d'avant, mais en tout cas, il publie Israël, prélude à un déclin autoprogrammé. Voilà, c'était il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que je me souviens très bien que lorsque j'ai fait un entretien avec lui, il avait fini d'écrire l'ouvrage avant le déluge d'Al-Aqsa. Et donc, quand l'ouvrage sort à l'occasion du Sila, le déluge d'Al-Aqsa venait d'être déclenché. La répression commençait déjà à battre son plein. Et le titre, je me souviens que nous avions dit, tiens, voilà un titre prophétique, puisque prélude à un déclin autoprogrammé, et le déluge d'Al-Aqsa a sonné le glas voilà, du sionistan et a sonné le glas de la phase terminale de ce déclin. Et dans cet ouvrage, il explique voilà, toutes les causes de l'implosion du sionistan, y compris par rapport à ses soutiens occidentaux. Il remonte aussi dans l'histoire pour rappeler, d'une part, que le sionistan a été soutenu par, les nazis, c'est-à-dire par le régime hitlérien. Les sionistes ont été soutenus par le régime nazi, d'une part. Le régime nazi a été soutenu par les grandes familles juives capitalistes, notamment que ce soit les industriels, et ça aussi vous pouvez lire à ce sujet Annie Lacroix-Ritz, que ce soit les industriels ou les financiers. Voilà, donc ces deux ouvrages qui peuvent se lire séparément, mais qui devraient figurer ensemble dans votre bibliothèque. Mohamed Taleb, Palestine, le plus grand hold-up du XXIe siècle, et toujours de Mohamed Taleb, Israël, prélude à un déclin auto-programmé, les deux aux éditions APIC. Et puis, j'allais dire le meilleur pour la fin, le meilleur, évidemment, selon l'appréciation de chacun. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de la concurrence entre ces ouvrages qui, pour moi, sont tous un must-have, hein, comme on dit, c'est-à-dire devraient tous figurer dans la bibliothèque de quiconque s'intéresse à la cause palestinienne. Le roman de Abdel Fattah Meslim, Déluge d'Al-Aqsa, un roman consacré justement au déluge d'Al-Aqsa, préfacé par votre humble serviteur, où Meslim Abdel Fattah ne se contente pas
de la chronique des événements à partir du 7 octobre. Il montre la genèse de la résistance palestinienne. Il revient même jusqu'à Azzdin al-Qassam, radiallahu anhu, ce résistant qui a donné son nom à Kata'ib al-Qassam, qui sont devenus aujourd'hui le cauchemar des sionazis, hein, et qui leur tiennent la dragée haute, lorsque bien sûr, ils daignent, ils daignent descendre sur le champ de bataille et cesser de bombarder les femmes et les enfants avec leurs drones et leurs F-35. Voilà, donc c'est un très beau roman. Il y a des passages extrêmement poignants, voire très difficiles, notamment lorsque on sent toute l'empathie de Muslim lorsque il s'imprègne de la douleur du docteur Ala Najjar et où il nous retrace en fait la scène où elle est dans l'hôpital et puis elle commence à recevoir ses enfants, les cadavres de ses enfants en fait, et elle essaye de sauver l'un d'entre eux sans y parvenir. Elle essaye de sauver son mari aussi. Euh, et d'autres scènes comme ça où on sent que Muslim Abdel Fattah a vécu dans sa chair, même si c'est sans commune mesure avec nos frères palestiniens qui eux l'ont vécu dans leur chair au sens propre, mais on sent que Muslim a suivi au jour le jour, comme beaucoup d'entre nous, ce génocide et que il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'il a écrit ce roman qui est comme toute œuvre de réflexion, comme toute œuvre de réflexivité, permet justement, en prenant du recul, d'accéder à un niveau supérieur de la conscience des événements et du monde. Et donc voilà, c'est un très beau roman que je vous recommande et que vous trouverez aux éditions Saut al-Kutub. Quand pourrez-vous rencontrer l'auteur et vous le faire dédicacer? Le programme n'a pas encore été établi, cependant je communiquerai là-dessus euh, sur Facebook, sur les réseaux. Néanmoins, déjà, vous savez qu'en attendant de rencontrer l'auteur, Sokor, vous pourrez acquérir son ouvrage Déluge d'Al-Aqsa aux éditions Saut El-Kutub. Voilà pour ces conseils de lecture. En plus, évidemment, de toutes les nouveautés foisonnantes que nous promet le SILA, je pense qu'il y aura beaucoup d'ouvrages, événements, notamment celui de Kultum Stali que j'ai hâte de découvrir, car la thèse de doctorat, et vous pourrez déjà l'écouter en parler sur YouTube, euh, est absolument éblouissante. Alors j'imagine, puisqu'elle a fait, sa thèse en fait parle, elle en parle mieux que moi, mais je vous résume très vite, parle de, la thèse porte sur la création littéraire, et donc on suit un roman dans sa phase même d'écriture. C'est une mise en abîme absolument époustouflante. Et j'ai hâte de voir le roman proprement dit, et je pense que ce sera l'un des événements. Il y a aussi événement majeur, oubliez Camus aux éditions Hibr. Ça, c'est les éditions de la Fabrique, hein. Enfin, je suppose que la couverture sera autre. Euh, Là aussi, c'est un ouvrage à ne pas manquer pour la poésie, telle une chair tatouée de Halima Abdat, ainsi que son nouveau recueil. Et puis, acte militant, acte d'abord de plaisir, mais aussi acte militant, Leve Palestina aux éditions Media Index, coordonné par la magnifique et vaillante Malika Shalal, que je salue, d'un salut fraternel. Et je vous rappelle aussi l'excellentissime ouvrage Dekli Orad. Là aussi, c'est un acte militant. D'abord, c'est un acte de plaisir parce que c'est absolument passionnant, parfois très drôle. Le ridicule du sionistan c'est-à-dire même dans sa sauvagerie, il trouve le moyen d'être bouffon. Euh, donc de Londres à Jérusalem, Terreur promise aux éditions Casbah. Et puis, une partie des droits d'auteur est versée à une association. Tawenza, Histoire de destin de Farroja Ousmer. J'ai perdu mes marque-pages, donc j'aurais aimé vous faire découvrir euh, un des poèmes consacrés à la Palestine, mais vous pourrez les écouter sur une vidéo où j'ai fait une interview avec elle. Je vous mettrai le lien. Et puis, aux éditions APIC, trois ouvrages sur la Palestine à avoir absolument. Ilan Papé, je rappelle qu'au pays des droits de l'homme, non, ne riez pas.
la France, le nettoyage ethnique de la Palestine a été censuré. D'accord? Donc on censure, il a été, je ne sais pas, pour antisémitisme, alors que voilà, Ilan Pappé est un auteur juif, mais j'aime pas c'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi, pour parler, pour critiquer les faits, un, un- un pays, il faudrait, un pays, bon, non, voilà, une construction étatique, il faudrait se réclamer de l'ethnie de ceux qui ont construit ce fascistan. Donc, on n'a pas besoin de ce bouclier-là pour dire la vérité. Sauf si, comme disait Dieudonné, la vérité est antisémite. Alors là, ça devient problématique. Le nettoyage ethnique de la Palestine, un classique en fait à avoir, un classique, c'est-à-dire dans d'histoire, hein, à avoir dans sa bibliothèque, et qui figurera en excellente compagnie avec ces deux ouvrages majeurs de Mohamed Taleb, Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle, rétrospective historique sur la création du Sionistan, et toujours de Mohamed Taleb, Israël, prélude à un déclin autoprogrammé, ouvrage paru, euh, c'est-à-dire il a fini de l'écrire quelques semaines ou quelques mois avant le déluge d'Al-Aqsa. Il est paru quelques semaines après le déluge d'Al-Aqsa et le titre déjà s'est révélé très prophétique. Donc là aussi, deux ouvrages à avoir. Et puis pour les belles découvertes qui nous attendent, je vous donne rendez-vous aussi là afin de, voilà, de papoter, de sympathiser et de nous échanger nos bons plans. Et puis dans les commentaires, si vous voulez, dites-nous, vous, quels sont les ouvrages que nous devrions acquérir, même si ce n'est pas forcément des nouveautés. Et puis quelles sont, oui, à l'occasion, les nouveautés que vous nous recommanderiez, ou les auteurs de manière générale dont vous attendez le dernier ouvrage avec fébrilité. Inch'Allah, كنت خفاف عليكم. Et oui, l'habitude du pluriel, cette fois, il n'y a que moi et mon PC. Inch'Allah, كنت خفاف عليكم. Et voilà, rendez-vous aussi là. En attendant de vidéos plus fouillées, Inch'Allah, je vais conserver ce format. Et là, c'était juste des conseils de lecture à l'occasion du SILA. Inch'Allah, la prochaine fois, avec un meilleur son, parce que là, ça a été un peu à la va-vite, je m'intéresserai à un ouvrage en particulier que je décortiquerai dans la mesure de mes humbles moyens et connaissances, et toujours dans l'esprit de passion et de sympathie pour l'ouvrage en question. Voilà. Comme ça, je vous souhaite l'excellent moment que vous êtes en train de passer là tout de suite. J'ai failli m'en mêler les pinceaux sur cette phrase. Ciao, ciao.